principe repose sur le système de valeurs morales, c'est la loi islamique, la charia. Bon, la finance islamique, on peut dire que c'est une façon, c'est une manière de mettre en pratique les principes de l'islam dans la sphère financière. Bon, cette sphère financière constitue une grande partie de la sphère économique. Donc là, on va parler un peu des principes de la finance islamique. Avant de parler des principes, on va juste parler de l'évolution de la finance islamique. La finance islamique, malgré qu'elle était ses fondements sont anciens, elle existe depuis le XIVe siècle, mais elle a commencé à se développer à partir des années 60 et 70 du siècle dernier. Elle s'est accélérée dans les années 70, stimulée essentiellement par un regain de vitalité de la religion musulmane et par l'importance des ressources financières de certains pays, surtout les pays du Golfe. Bon, là, vous voyez, il y a les premières tentatives, c'est un Pakistan et un Égypte. Bon, la première expérience dans ce sens, et en 1963 en Égypte, enfin, pas la première, mais la plus importante relativement à l'expérience du Pakistan, c'est en 1963 en Égypte, au village de Midgam. C'est l'économiste Ahmed Nejar qui a créé la première forme de microfinance islamique. Il a créé une caisse d'épargne qui fonctionne selon les concepts de la charia. Cette caisse, disons, cette première forme de finance islamique a drainé une part importante des revenus des villageois. Leur économie était gérée d'une manière prudente et solidaire. Ils géraient leur économie pour faire face à leurs problèmes, à leurs besoins. Bon, cette caisse d'épargne nous a permis d'expérimenter les techniques financières que nous allons voir par la suite aujourd'hui, Inch'Allah, telles que Murabaha, Ijara, et ainsi de suite. Donc là, on va passer au principe de la finance islamique. Bon, là, j'ai cité six principes, l'interdiction de l'intérêt, l'interdiction de la spéculation, l'interdiction de l'incertitude, l'existence d'un actif sous-jacent, l'interdiction des activités illicites, le partage de profits et de pertes. Bon, là, j'ai cité 6, il y en a qui citent 5, et ils appellent ça même les piliers. Comme les piliers de l'islam, il y a les piliers de la finance islamique. Ils sont 5, il y a 3 interdits et 2 exigences ou 2 exigences. Les 3 interdits, l'interdiction de l'intérêt, mais la spéculation et l'incertitude, ils considèrent ça comme l'interdit et l'interdiction des activités illicites. Et il y a l'exigence dans l'actif sous-jacent et le partage de produits. Donc, on va essayer de passer en revue de ces principes un par un. Donc là, le principe de l'interdiction de l'intérêt, riba. Là, on va dire tout d'abord que la finance islamique puise ses fondements de la charia. Donc, c'est un système basé sur l'unicité de Dieu et qui forme ses règles de conduite, soit sociale, politique ou même biologique, et apporte l'équilibre dans la société. Alors, l'islam abroge toutes les activités économiques basées sur l'exploitation et l'injustice, qui ne constituent pas un bien-être humain universel. Dans ce sens, donc, on va expliquer ces principes. Le premier principe, c'est le principe de l'interdiction du riba. L'interdiction du riba est une règle fondamentale de l'islam. La charia considère que l'argent, c'est un simple moyen d'échange. Donc, l'argent ne peut pas être lui seul, ne peut pas faire l'objet d'un contrat.
elle ne peut pas être utilisée comme un moyen pour réaliser un profit. Donc, cette prescription interdit de percevoir tout intérêt en contrepartie de la mise en disposition d'une somme d'argent. Donc, c'est ça le riba. Donc là, le riba, on peut parler de riba, le fadl, riba, mais ce sera trop long. Pour chaque principe, on peut avoir un programme spécial parce qu'on a une vingtaine de minutes, on va essayer de vous faire l'essentiel de tout ça. Le deuxième principe, c'est le principe de l'interdiction de la spéculation, ce qu'on appelle le meissir. Donc, les opérations qui reposent sur la pure spéculation, en vue de réaliser un profit, sont illicites et donc elles sont nulles en droit musulman. Donc, il est interdit de manipuler les marchés pour créer d'une manière ou d'une autre une réalité ou pour augmenter un prix. Donc, ce principe, pour les banques, pour les investisseurs, va fermer la porte, ou va fermer la porte à l'accès au marché des produits dérivés, en tant que source de profit. Donc, le riba, le meissir est formellement interdit. Donc, on va passer au troisième principe, le principe d'interdiction de l'incertitude, le qarar. Le qarar, c'est quoi? Nous, en droit musulman, les contrats doivent contenir les éléments du contrat ne doivent pas contenir des éléments d'incertitude. Si un contrat contient un élément d'incertitude, il est jugé nul. C'est un contrat qui... Donc, pour avoir un contrat qui n'est pas affecté par le qarar, il doit être un contrat dont tous les termes fondamentaux, tels que l'objet du contrat, tels que le prix, tels que l'identité même des parties contractantes et les délais de l'exécution du contrat, doivent être clairement définis au jour de la conclusion du contrat. S'il y a un élément qui n'est pas très bien défini, on est devant une situation de qarar qui est interdite. Donc, le quatrième principe, c'est l'exigence d'un actif sous-jacent. Donc, en finance islamique, il est nécessaire d'endosser les investissements à des actifs tangibles. C'est-à-dire que toutes les transactions financières doivent être obligatoirement endossées à un actif tangible, réel, matériel et surtout détenu. Surtout détenu parce qu'il y a une règle qui dit qu'on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas. L'actif doit être détenu, doit être tangible. C'est le quatrième principe. Donc, on va passer au cinquième principe. Il y a le principe d'interdiction des activités illicites. Ça veut dire que tout investissement islamique est un investissement qui respecte les règles de la charia. Donc, l'acquisition d'un titre émis par une société qui, par exemple, opère dans des secteurs interdits, tels que l'alcool, les jeux de hasard, et même les financements non islamiques, comme activité principale, ça c'est prohibé. Donc, le principe, toutes les activités doivent être conformes à la charia. Donc, on a le dernier principe qui est le partage des profits. Ce principe consiste à répartir de façon éthique les profits et les pertes réalisées entre partenaires financiers. Ça, on va le voir quand on va étudier les instruments. Parce qu'il y a certains instruments où il y a, tel que le Musharaka, par exemple, il y a un partage de produits et profits. Où l'essentiel que ce partage doit être connu à l'avance. Les parts ne sont pas obligatoirement égales, mais elles doivent quand même être connues à l'avance avant de rentrer dans l'exécution du contrat.
Là, on va passer au mode de fonctionnement des banques islamiques. J'ai fait exprès de vous mettre la photo de Banque Dubaï islamique parce que c'était la première banque privée créée en 1975. C'était la première banque islamique privée. Donc là, on va parler de mode de fonctionnement des banques islamiques. Donc, avant de parler des modes, on va partir de la raison d'une banque. La raison d'une banque, qu'elle soit islamique ou qu'elle soit conventionnelle, est la mobilisation des ressources financières et leur allocation entre différents projets d'investissement. Ça, c'est la raison de toute banque, quelle que soit sa nature, une banque traditionnelle ou une banque islamique. Sa raison, c'est mobiliser des ressources financières et leur allocation entre différents projets d'investissement. Mais comme vous le savez, comme les principes qui régissent le fonctionnement d'un système financier islamique sont différents de l'esprit de la finance traditionnelle. En finance classique, par exemple, la norme qui préside aux décisions des agents économiques est l'optimisation du couple rendement-risque. Rendement-risque des placements. Alors que la profitabilité, c'est écrit ici en blanc vert, la profitabilité n'est pas l'unique ni le principal critère de décision pour les opérateurs islamiques. La banque islamique a des règles de fonctionnement différentes des banques conventionnelles. Donc, ces règles, on va essayer de vous énumérer les plus importantes. La première règle est le revenu principal et les profits tirés des projets financiers. Les banques islamiques ont pour principal revenu les profits tirés des projets qu'elles financent, alors que la banque traditionnelle accomplit des bénéfices à partir de la différence entre les prix des intérêts. Il y a des intérêts débiteurs et des intérêts créditeurs. Et la différence des prix, puisque ça, la banque est considérée comme un intermédiaire financier. Donc, la différence des intérêts débiteurs et créditeurs, c'est ce que la banque gagne. Mais la banque islamique, ses profits sont tirés des projets qu'elle finance. Soit musharaka, soit murabaha, les projets qu'elle finance, selon le mode islamique préféré. Bon, le deuxième point, c'est la relation qui lie la banque islamique à ses déposants, à ses clients. La relation, on peut dire que c'est une relation de partenariat, c'est-à-dire que on est devant un partage de pertes et de profits, contrairement aux banques conventionnelles, dont la relation est celle de, comme on avait dit, créditeur-débiteur. Bon, la troisième règle importante, c'est que les banques islamiques sont soumises non seulement au contrôle bancaire et financier, mais aussi au contrôle islamique. Il y a un contrôle islamique, elles sont soumises à ce contrôle. Puisque dans les banques islamiques, vous allez voir le sharia à bord, il y a un audit interne islamique, chaque opération a un certain nombre d'audits avant qu'elle ne soit faite. Il faut qu'elle passe par un certain nombre d'auditeurs islamiques. Il y a un sharia à bord pour la banque. Donc, ça c'est le quatrième point. Le troisième point. Le quatrième point, et c'est un point très important, que les banques islamiques ne financent pas les activités haram. Les banques islamiques n'activent ne financent, je veux dire, que les activités halal. Tandis que les autres banques, les banques conventionnelles, financent tout type de projet, quel que soit le domaine de son activité. Elle finance tout, quoi. Mais les banques islamiques ne peuvent financer que des activités halal. Donc, ceci étant, on va passer aux produits des institutions islamiques. Là, on a essayé de faire
les produits des institutions islamiques bancaires et les produits des institutions financières non bancaires. Et même dans les produits des institutions financières islamiques, on a essayé de grouper par le mode de financement. Est-ce que c'est un financement participatif? Est-ce que c'est un financement par dette? Donc, les financements participatifs, on trouve la musharaka, la mudaraba, et il y a les produits muzara'a, musaqat, muqarasa, ça c'est dans le domaine agricole. Et le muzara'a, musaqat et muqarasa, on va voir qu'ils utilisent parfois la musharaka et la mudaraba, mais c'est dans le domaine agricole. Bon, le financement par dette, on a la murabaha, le salim, l'ijara, l'istisna'. Là, on a énuméré quelques produits, mais ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'on a comme produit. On peut toujours innover. Quand on suit les principes de la finance islamique, on peut toujours innover un nouveau produit de la finance islamique. Donc là, j'ai écrit à côté le kharaj bidama. Ça, c'est une règle très intéressante de la finance islamique. J'ai fait exprès de l'écrire parce que bon, cette règle, on va peut-être l'utiliser dans dans la majeure partie enfin, elle va nous accompagner tout au long de la finance islamique. Tu vas toujours avoir Kharaj Bouddama. Kharaj Bouddama, ça veut dire que celui qui veut gagner quelque chose, il doit supporter les risques. Parce qu'il y a certains risques qu'on ne voit pas, mais cette règle elle est à peu près partout. Elle est dans 50% des transactions. Il y a le Kharaj Bouddama. Il y a toujours un gain, mais il y a encore un risque à supporter. Donc, on va commencer par les produits musharaka. Ça, c'est un produit de la finance participative. Et ça, le musharaka, quand on dit musharaka en arabe, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui font quelque chose ensemble. C'est un contrat d'association, bon, entre deux ou plusieurs, dans le capital d'un projet ou d'une opération ou d'une entreprise. Quand il y a musharaka, les profits réalisés doivent être répartis selon une clé qui est déjà prédéfinie avant qu'il commence. Comme on avait déjà signalé au début que cette clé ne veut pas dire que la répartition doit être 50% ou 30%. Il peut y avoir des parts plus grandes que d'autres, mais la clé de répartition doit être prédéterminée. Dans le cas de la musharaka et dans l'éventualité d'une perte, la perte est supportée au prorata du capital. Bon, ça, je vais l'expliquer un peu. Si on fait une société 50-50% et l'un de nous est gérant, le gérant peut avoir notre clé de répartition des profits. On peut dire que le gérant a 70% et que l'autre a 30%. Mais en cas de perte, les pertes sont réparties selon la clé du capital. Elles sont réparties 50-50. Bon, il y a plusieurs sortes de musharaka. Il y a la musharaka dégressive. La musharaka dégressive, ça veut dire que la banque compte à un certain moment sortir de l'opération. Elle va vendre petit à petit jusqu'à ce que sa part soit zéro. Mais la musharaka définitive, ça veut dire que la banque va rester dans le projet jusqu'à ce qu'il finisse. Donc, le mudaraba, c'est un contrat à travers... Le mudaraba, c'est un contrat très connu en Mauritanie et au Sénégal, parce que même les boutiquiers font de la mudaraba. Parce que toi, tu peux donner un capital à quelqu'un et il va travailler et vous avez une clé de répartition. Donc, il y a deux parties prenantes. Il y a le bailleur de fonds qu'on nomme Rabb al-Mal. Ça veut dire que c'est lui qui possède le capital. C'est lui qui ramène les fonds. Mais ces fonds doivent être bien identifiés. Et ces fonds, il va les mettre à la disposition de la deuxième partie
qui sera le gestionnaire. On le désigne par le Moudarib. Le Moudarib, c'est celui qui va gérer le capital. Il sera chargé de la gestion. Dans tout ça, comme dans tous les produits, on doit toujours définir au préalable les clés de répartition du bénéfice à réaliser. Mais dans le Moudaraba, le bailleur de fonds est garant des montants avancés au préalable. Bon, il y a des exemples que ce n'est pas ce qu'on peut voir avec vous, vous pouvez les lire après. Par exemple, il y a un promoteur, par exemple, il veut construire un immeuble et le vendre. Il va le construire et le vendre. Donc, il a calculé son coût de revient. Bon, c'est 200 millions MRI. Il s'adresse à une banque. Il dit, voilà, on va faire un contrat de Moudaraba et on va le signer. Mais qu'on aura 20% pour la banque, qui est Rab el-Mal, et 80% pour le Moudarib. Bon, le promoteur va construire l'immeuble, il va le vendre. Et après la vente, on va voir la marge. Et la marge sera répartie selon la clé définie. 20%, 80%. Mais Rab el-Mal, Rab el-Mal, il aura sa part plus son capital. Donc là, on va faire rapidement les produits Mouzara'a, Moussaqat. Mugharasa, c'est les produits relatifs à l'agriculture. Mouzara'a, ça veut dire, ça vient de Zara. Agriculture. Tu loues quelqu'un pour entretenir un champ ou un jardin, ça c'est Mouzara'a. Moussaqat, Saqi. Saqi, c'est l'arrosage. Quelqu'un qui va s'occuper de l'entretien, de l'arrosage, ça c'est mais Mugharasa, c'est surtout pour les palmiers datés. Parce que ce n'est pas comme les autres, on prend un palmier et le plante. Pour la plantation des arbres fruitiers ou des palmiers. Mais dans tous ces produits, on peut utiliser la murabaha ou la musharaka. Mais on les nomme comme ça, Mouzara'a, Moussaqat, Mugharasa, parce qu'ils sont relatifs à l'agriculture. Et comme on avait dit, pour tous les produits, les fruits seront répartis selon une clé de répartition préalablement fixée. On a dit que cette répartition peut prendre la forme de musharaka ou de daraba. Voilà, dans le cas où l'une des parties a, par exemple, les outils, la terre, tout ça, le deuxième, c'est ce contrat peut prendre la forme de contrat d'un loyer, ijara, parce que l'autre n'a rien à faire, il va juste travailler, on va lui payer le prix de son travail, donc ce sera une ijara. Donc, bon, ces produits sont peut-être très utiles pour les habitants de la vallée du fleuve Sénégal qui ont une agriculture très, très importante. Là, l'autre produit, c'est la murabaha, mais le murabaha, c'est comme on avait dit au début, la murabaha, c'est un produit de financement par dette. Là, on va commencer par ces produits. Il y a la murabaha, le selim, ijara et istisna. Donc, ce n'est pas comme la musharaka. Murabaha, tout simplement, c'est un contrat d'acquisition et de vente d'un bien au prix de revient majoré d'une marge. Mais tout c'est le prix de revient, la marge, le prix de vente, tous ces éléments doivent être connus. Par la banque et par les clients. Là, le murabaha, comme on n'a pas assez de temps, on ne peut pas tout expliquer parce que là, on avait donné un exemple d'une murabaha simple. Murabaha peut être une murabaha, disons, complexe. Parce que ce n'est pas la banque directement qui vend, mais la banque achète chez un fournisseur et le produit qu'elle a acheté, elle va le vendre
à son client. Puisque la banque, il faut qu'elle achète d'abord les biens et elle le revend. Les biens, il faut que la banque l'achète, le possède avant de le vendre. Et c'est bien. Et la murabaha doit être aussi tangible. Le client doit être informé de tous les détails. Et il doit accepter le prix de vente. Parce que le prix de vente, c'est le prix de revient plus la marge. Donc, dans la murabaha, tout doit être très clair. Donc, ça, c'est un exemple de murabaha. Bon, ça, c'est le tableau d'amortissement. Le murabaha, en général, les banques, le produit murabaha est utilisé à 90%. Les banques préfèrent murabaha parce qu'elle ressemble un peu au prêt traditionnel. Là, on va passer au produit Selem. Selem, c'est quoi? Selem, c'est un contrat de vente avec livraison différée de la marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut dire que c'est à peu près le contraire de la murabaha. La murabaha, tu vends une marchandise que tu as. Selem, tu reçois le prix de la marchandise avant la vente. Puisque là, la banque va prendre dans le Selem, on va avoir trois étapes. Parce que la banque va effectuer le paiement, le fournisseur va livrer le produit à la banque et la banque va vendre le produit à son acheteur. Puisque là, la banque dans le Selem n'intervient pas comme vendeur. Elle n'est pas vendeur de marchandises, mais elle va intervenir comme acquéreur. Donc, la marchandise, on a dit qu'elle sera livrée à terme par le fournisseur. Ça, c'est la différence entre Selem et Selem. Comme le Murabaha, il y a Selem Moaziz. On ne va pas rentrer dans ces détails parce que ça va nous prendre du temps. Nous, on a juste une vingtaine de minutes. Donc, on va passer au produit Ijara. Ijara, ça vient du mot arabe Ujra. Ujra, ça veut dire loyer. Donc, c'est un contrat par lequel la banque achète du matériel, donc on va faire rapidement. Donc, c'est un contrat par lequel la banque achète des équipements et va les louer pendant une période donnée. Donc, il y a les jara tout court et il y a les jara ou l'iqtina, c'est-à-dire une location-vente. Donc, on va passer rapidement parce que M. Bad, le temps. Donc, l'istisna. Donc, l'istisna, c'est un contrat d'entreprise. C'est un contrat moyen qui est un moyen de financement progressif. L'istisna, on le fait dans les contrats de fabrication, de construction. Bon, au terme de ce contrat, le vendeur accepte de fournir à l'acheteur dans un délai et un prix convenu des biens fabriqués ou construits, selon un cahier de charges bien déterminé. Là, on va passer rapidement. Ça, c'est les produits de la finance islamique non bancaire, les takavoul et soukouk. Takavoul, c'est l'assurance. Le takavoul est un concept islamique de l'assurance. Bon, il est basé, comme tous les produits, sur les règles et les normes de la sharia. Donc, le principe du système de takavoul est basé sur la coopération mutuelle et la responsabilité, l'assurance entre les groupes qui font la société takavoul. Donc, soukouk, on ne va pas en parler beaucoup parce que dans la deuxième partie, mon confrère va vous parler des soukouk. Soukouk, ça vient du mot arabe
Soukouk est le pluriel de sac. Sac, on peut dire que c'est l'équivalent islamique du financement obligataire pour les entreprises et les émetteurs. Donc, SAC, c'est un produit financier adossé à un actif tangible et à échéance fixe. Donc, le SAC ne verse pas d'intérêt, mais les revenus corrélés aux actifs sous-jacents seront répartis selon ce barème. Donc là, on va passer rapidement. Il y a des modes de financement, mais des modes de non-marchand, tels que le zakat, le qard al-hasan, le kafal, le waqf, le rikaz. Donc, on va les définir rapidement. Le zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Donc, c'est l'aumône, chacun connaît, mais il y a ce qu'on appelle le nisab. Nisab, ça veut dire que c'est les chiffres que si un commerçant atteint doit faire sa zakat. C'est 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Bon, le taux de la zakat, il y a deux taux. Il y a le taux de 2%, 2,5%, pardon. C'est le quart du dixième, 2,5%. Mais dans la finance islamique contemporaine, on a un deuxième taux qui est 2,5775. Ça, c'est un taux pour les sociétés. Moi, je veux un peu arrêter sur ça parce que c'est très important. Les sociétés maintenant, avec les normes de l'AOFI et avec même les conférences de Beit Zakat, pardon, peuvent sortir leur zakat au 31 décembre. Puisqu'en général, le zakat est sorti les mois de Hijr, Muharram, Safar, etc. Mais là, on a un problème. Les sociétés sont tenues à faire leur comptabilité au 31 décembre. Donc, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour leur zakat? Donc, les normes ont dit que les sociétés peuvent sortir les zakat au 31 décembre, mais au lieu du taux de 2,5, ils vont utiliser un taux de 2,5775. Pourquoi? Parce que entre les 2 années, il y a une différence de 11 jours. Cette différence de jours est imputée sur le taux pour que ça soit plus simple. Donc, le qard al-hasan, c'est un financement à caractère social. Donc, la banque ne reçoit pas du bénéficiaire aucune rémunération, il n'a pas d'intérêt. كفالة c'est le mot arabe كفالة. معناه أنه un contrat tu vas comment dirais-je, tu vas honorer une dette envers le créancier dit par le débiteur. C'est toi, c'est pas toi qui devais payer, mais كفالة, ça veut dire que s'il ne paye pas, c'est une forme de garantie, disons. Le waqf, c'est une donation faite pour participer à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable. Rikaz, c'est les trésors trouvés enfuis dans le sol. Et il y a un pourcentage de ces rikaz qu'on doit donner au pauvre. Donc, il y a les services de financement, il y a le wakal, le joual, le hawala, donc ça, on va... Donc, le wakala, c'est un contrat d'agence. Et le wakala, ça, on l'utilise beaucoup dans les produits islamiques parce que la banque le client peut faire la wakala à sa banque. Si la banque est wakil, elle peut agir en qualité de mandataire. Le jouala, c'est... Bon, si on a vu le temps un peu, on va expliquer parce que le jouala, ça veut dire que tu loues quelqu'un pour te faire quelque chose. Il y a parfois le qarar, mais ce qarar est pardonné. Puisque là, tu peux lui dire, j'ai ma voiture qui est perdue, par exemple. Si tu me la trouves, je vais te donner 100 000. Il peut faire un pas et trouver ta voiture sans se fatiguer. Il peut faire 10 jours ou un mois sans la trouver et tu vas lui donner toujours le même prix. C'est joual. Le hawala, c'est le transfert d'une dette à un débiteur à autre. Si tu vois que ce débiteur ne peut pas payer, tu peux transférer la dette sur un autre. Le urboun, c'est une avance du prix.
Cette avance de prix qui est appelée l'Urbun, elle a une spécificité. Elle est une partie du prix si la vente est accomplie. Si la vente n'est pas accomplie, elle est laissée au propriétaire de la marchandise. Donc là, on a fait un rapide tour sur les principaux produits de la finance islamique et de la finance islamique. Voilà, on va conclure pour dire que malgré le jeune âge de la finance islamique, elle a de très grandes chances de réussite. Aujourd'hui, le sujet intéresse. Merci beaucoup de votre attention. Donc, merci beaucoup de votre attention. Donc, comme M. Ba vous a dit, on attend vos questions sur le chat. On va essayer de répondre sur toutes les questions. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci pour cette claire présentation des différents éléments de la finance islamique. On aurait pu y passer des heures, vous imaginez bien, c'est extrêmement complexe, ça date d'il y a 14 siècles et c'est surtout extrêmement, j'allais dire, complémentaire aux instruments financiers actuels. Je vais passer la parole maintenant à Moussa Camara. Si tu veux bien, s'il te plaît, activer et ton micro et ta caméra. Et je vais aussi demander à Mohamed Diouf de préparer les slides pour qu'on puisse les dérouler. Moussa? Oui, je vous entends. Voilà, donc je t'en prie pour quelques mots d'introduction avant que Mohamed puisse projeter les slides. Merci beaucoup. Merci. Alors, je peux commencer, Alpha? Oui, tu peux, effectivement. D'accord. Donc, merci beaucoup, Alpha. Merci, Maïmouna, donc, pour cette présentation sur les produits donc, de la finance islamique. Alors, le thème, comme vous le savez, est intitulé « Finance des PME et finance islamique ». Mais je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous présenter le plan de la présentation. Il nous paraît important, comme il s'agit de PME, de camper un peu le contexte, c'est-à-dire de définir d'abord ce qu'on entend par PME et de situer son importance dans le cadre de l'écosystème économique de nos pays. Donc, de voir quels sont les dispositifs d'accompagnement des PME qui sont mis en place dans nos pays, de passer en revue leurs besoins de financement, ainsi que les différentes sources possibles donc, de financement de ces PME, et maintenant de voir qu'est-ce qui bloque le financement des PME aujourd'hui dans nos pays. Donc cela me paraît important puisque les difficultés auxquelles ces PME sont confrontées en termes d'accès au financement ont ouvert des brèches, notamment au marché financier de la BRVM, je vais y parler, mais aussi ont donné des brèches au marché financier islamique, donc au niveau de l'UEMOA. Et donc, c'est pour cette raison que l'autorité des marchés financiers au niveau de l'UEMOA a introduit donc, un règlement qui va s'appliquer à partir de janvier 2023 et qui va permettre aux PME de pouvoir lever des fonds sur le marché financier. Donc, avant d'en arriver là, je voudrais donc définir d'abord ce qu'on entend par PME. Qu'est-ce qu'une PME? Alors, vous savez, au Sénégal, la notion de PME, elle est organisée par ce qu'on appelle une loi d'orientation de 2020. Alors, dans cette loi d'orientation, il est spécifié que est considéré comme un PME toute entité physique ou morale dont le chiffre d'affaires hors taxe ne dépasse pas 2 milliards. Et donc, dans cette définition, on va trouver une certaine catégorisation des PME en fonction donc de leur taille. Donc, on va distinguer dans cette définition 4 éléments. Le premier, c'est l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur qui est en général un entrepreneur individuel.
qui peut être une personne physique. Et dans la deuxième catégorisation, on trouve donc les très petites moyennes entreprises, les très petites entreprises, les TPE. Alors, ces TPE ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 100 millions. Et ensuite, dans la troisième catégorisation, on trouve les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 et 500. Maintenant, pour les entités qui dépassent 500 millions de chiffre d'affaires, tout en étant inférieurs à 2 milliards, on les appelle des moyennes entreprises. Donc ça, c'est la définition qui a été donnée par la loi d'orientation sur les PME au Sénégal. Il y a aussi une définition de la BCEAO qui parle, elle, de micro-entreprises. C'est que lorsque le chiffre d'affaires est inférieur, donc lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 30 millions. Ensuite, on parle de micro-entreprises. Et quand c'est compris entre 30 et 100, on parle de petites entreprises. Enfin, les moyennes entreprises sont celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 et 100, sont compris entre 100 et 1 milliard. Donc, le plafond pour la BCEAO, c'est 1 milliard. Tant que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 1 milliard, c'est considéré comme une PME. Alors, quel est l'intérêt de cette catégorisation? En fait, c'est important parce que ça permet un peu de structurer un peu l'offre de services et de produits en direction de ces PME. Parce que ces PME n'ont pas les mêmes besoins. Hein? Une petite PME n'a pas les mêmes besoins qu'une très petite entreprise ou une moyenne entreprise. Donc, cette catégorisation est très importante en ce sens que ça permet de mieux profiler les offres en direction de ces entités-là. Alors, pourquoi les PME sont importantes? Là aussi, c'est important de le savoir parce que c'est le moteur de la croissance. Hein, et c'est un pourvoyeur d'emplois. Et les PME jouent un rôle important dans le développement du secteur privé. Parce que quand vous aurez dit que les PME constituent presque 90% du tissu économique du Sénégal, vous comprendrez aisément l'importance de ces entités dans le tissu socio-économique donc, de nos pays. Et les chiffres même en Afrique confortent un peu en tout cas cette importance des PME dans le tissu économique. On parle de pas moins de 90% des entreprises qui sont constituées donc de PME et qui pourvoient à plus de 60%, à près de 60% donc des emplois du secteur et 40% donc du produit intérieur brut. Alors, donc, c'est par rapport à cette importance que notre loi, la loi d'orientation, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal, je précise, a donc dévolu un certain nombre de responsabilités, a assigné un certain nombre de responsabilités aux PME. Donc, ces PME ont pour responsabilité donc, de créer des emplois, de protéger leurs employés, de promouvoir le dialogue, la concertation entre les acteurs, le recours privilégié à la médiation, l'amélioration des recettes fiscales. Parce que quand elles sont organisées, quand elles sont structurées, ça contribue in fine à l'amélioration donc des recettes fiscales. La protection de l'environnement, donc la fourniture de structures publiques d'information à des fins de statistiques, c'est important parce que vous savez, le secteur informel est un peu l'ennemi de la statistique. Parce qu'en fait, tout ce qui est réalisé au niveau du secteur informel échappe pratiquement aux statistiques. Donc, les PME ont donc cette obligation de se formaliser, de se structurer pour pouvoir être une source de statistiques fiables qui permet donc de mieux définir donc nos politiques économiques. Ensuite, le respect des obligations contractuelles. Donc, on voit ici que cette importance accordée aux PME nécessite que tous les acteurs qui gravitent autour donc, de ces PME jouent leur rôle, ce qu'on appelle l'écosystème. Parce que les PME, quand même, entretiennent donc des relations avec leur environnement. D'abord, il y a les organisations du secteur.
Il y a le Conseil national de la PME, il y a les structures patronales, il y a les cabinets d'expertise comptable, d'avocats, les fondations, les ONG, etc. Il y a la cellule des entreprises en difficulté. Il y a les structures de mise à niveau, comme par exemple au Sénégal, le bureau de mise à niveau. Hein, ça sont des organisations donc, du secteur. Il y a les PME elles-mêmes qui font partie. Il y a les institutions financières. Là, on parle des banques et des établissements financiers, des compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement en capital. Il y a aussi les autres institutions comme les organes de régulation et les organes de notation. Alors, pour que maintenant la PME puisse jouer son rôle, en tout cas qui lui est dévolu au sein de l'économie, il faut que chaque acteur au niveau de l'écosystème donc joue pleinement son rôle. Son rôle en quoi faisant? En accompagnant à travers donc, des services financiers, mais également à travers des services non financiers donc, aux PME. Donc, pour les services non financiers, ce sont les politiques, les orientations stratégiques, les mises en place de cadres, etc. Il y a également les organisations professionnelles patronales, etc. Donc, ça, c'est la partie qui est liée aux services financiers que l'écosystème apporte donc, aux PME. Maintenant, côté accompagnement financier, là, il y a les offres de produits financiers à travers donc, les banques, à travers les autres institutions comme les caisses de dépôt, les fonds souverains, les fonds de garantie, etc. Donc, comme par exemple au Sénégal, nous avons des institutions de garantie et d'investissement en capital, comme le FAGAS, etc. Donc ça, c'est un ensemble de structures qui accompagnent les PME. Alors, maintenant, quelle est la cartographie des besoins financiers des PME? On le sait, besoins à court terme, en termes de trésorerie, donc de fonds de roulement, des besoins d'investissement, mais ce n'est pas tout. Les PME également ont besoin parfois des lettres de garantie, donc des lettres de crédit, des cautions sur des marchés publics, capital, donc le capital risque, etc., des assurances crédit, etc. Donc, c'est un ensemble de services dont ils ont besoin et ces services sont fournis par les banques et les établissements financiers, par les SFD, par les assurances donc, et les fonds de garantie. Alors, donc, maintenant, la difficulté, c'est aujourd'hui pour les PME l'accès véritablement aux sources de financement, malgré l'existence de tout cet écosystème, malgré l'existence donc de ce cadre. Pour autant, on continue toujours à se plaindre que le financement dans nos pays est extrêmement difficile pour les PME. Alors, pour les motifs de rejet, pourquoi les dossiers des PME, pour la plupart, sont rejetés par les banques? Tout simplement parce que les banques elles-mêmes, elles sont tenues par ce qu'on appelle une réglementation prudentielle. Parfois même, elles veulent donner, mais compte tenu du fait qu'elles sont enserrées dans des contraintes liées à la solvabilité, au ratio de solvabilité, notamment sur les fonds propres, les banques sont donc limitées pour pouvoir de manière correcte aux besoins donc, de financement de ces PME. Et donc, on dit, en s'inspirant par exemple de BAL 2, de BAL 3, etc., qui sont un peu la référence en matière d'organisation du système financier au niveau de nos États, on dit que pour financer 100 millions, il faudrait au même avoir un matelas de fonds propres de 8 millions. C'est-à-dire que ça, c'est depuis BAL 2. Donc 8% donc de fonds propres pour au moins, par exemple, en cas de défaillance de paiement, en cas de perte, de pouvoir constituer un matelas, un fonds de sécurité pour ne pas exposer la banque donc, à des difficultés. Donc, ça veut dire que la capacité d'une banque à donner des financements est tributaire un peu de la qualité du portefeuille de crédit consenti aux clients. Plus les portefeuilles de crédit est sain,
c'est normal. Ça veut dire que c'est des produits, c'est des produits, c'est le renforcement des fonds propres. Mais à l'inverse, moins les crédits sont bons, se dénouent donc favorablement, hein, la situation des banques devient de plus en plus difficile parce que les pertes qui sont consenties sur les crédits viennent obérer ce matelas, donc viennent obérer ces fonds propres et donc rétrécissent donc la capacité d'endettement de ces banques et donc en conséquence leur capacité à donner des crédits. Donc voilà un peu, si on peut situer un peu les responsabilités au niveau des institutions financières elles-mêmes. Elles sont enserrées dans des ratios prudentiels qui les empêchent en tout cas qui rétrécissent leur marge de manœuvre en termes de distribution de crédit. Ça, c'est un. Le deuxième niveau, c'est au niveau des PME. En fait, les PME, pour pouvoir disposer de crédit, et ça, c'est le corollaire de ce que je viens de dire par rapport aux banques, ces banques-là se soucient aussi de la qualité donc, des dossiers présentés par les entreprises. Parce qu'on dit, si on prête de l'argent à une entité qui n'offre pas des garanties suffisantes, il est évident que ça va se transformer, se traduire par des impayés, et les impayés vont faire l'objet de provisions et in fine donc à des pertes qui obèrent les fonds propres des banques. Et donc du coup, les banques regardent les PME qui ont ce matelas-là, qui ont des fonds propres suffisants. Et c'est là où se trouve le problème. Les fonds propres, c'est quoi? Les fonds propres, c'est les réserves, c'est le capital, hein, c'est les résultats donc cumulés, etc. Et en général, c'est ce qui fait défaut à nos PME. Du coup, on se trouve dans une situation extrêmement difficile. Les PME n'offrent pas aux yeux de la banque suffisamment de garanties en termes de fonds propres pour prévenir éventuellement les difficultés de remboursement des crédits. Et du coup, il y a une rétraction, en tout cas, des crédits en direction donc, de ces PME-là. Et donc, cela a conduit aujourd'hui les banques à être beaucoup plus sévères, beaucoup plus regardants hein, sur justement la structure financière donc, de ces PME. Alors, le problème donc reste entier pour les PME en dépit donc de ce dispositif qui existe. Et donc, la solution, c'est, aujourd'hui, on le constate, c'est d'aller dans les fonds d'investissement. C'est une piste de solution. Aujourd'hui, les fonds d'investissement pullulent, en tout cas au Sénégal. Et ensuite, il y a également le marché financier. Il y a le marché financier, notamment au niveau de la BRVM. Et ce marché financier au niveau de la BRVM a été lancé pour les PME, hein, je dis bien pour les PME, sinon le marché financier existe depuis presque 22 ans, mais pour les PME, depuis 2017, on a ouvert un compartiment pour permettre, compte tenu du rôle stratégique que les PME jouent dans le développement économique, les autorités monétaires ont pensé donc ouvrir donc ce compartiment pour mobiliser l'épargne publique. Parce que l'épargne n'est pas seulement constituée par les banques, par les intermédiaires financiers, mais l'épargne est également constituée par l'épargne est donc constituée par également l'épargne publique, qui est la plus importante. On dit que 80% même de l'épargne publique n'est pas mobilisée. Alors, l'occasion est donnée ainsi au marché financier à travers le troisième compartiment dédié aux PME de pouvoir, excusez-moi, hein, je vais brancher une seconde, je branche. Alors, pendant les quelques secondes où Moussa va nous rejoindre, je vais répondre à une question, excusez-moi, dans la chatbox. C'est bon, je continue. Alpha, c'est bon, Moussa? Ok, très bien. Excusez-moi, chers participants. Donc, l'enjeu ici donc, a été pour la BRVM donc, d'ouvrir donc ce compartiment. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire que au niveau de la BRVM, ce compartiment-là, donc je vais vous
ce compartiment-là permet de lever des fonds pour les PME. En quoi faisant? En acceptant d'abord de céder au moins 10% de son capital. Donc, vous avez un capital et vous cédez 10% de ces capitals, de ce capital-là au marché, qui vont être vendus au public. Et ce public-là va acheter ces actions qui vont constituer des rentrées de financement qui vont permettre de financer la croissance de ces PME-là. Et les conditions ne sont pas difficiles. Il suffit d'avoir 2 ans d'existence. Il suffit d'avoir, pour toute PME, il suffit d'avoir 2 ans d'existence. Il suffit d'avoir 2 bilans certifiés. 2 bilans certifiés. Et il suffit d'avoir un bon business plan. Parce qu'en fait, quand on dit que vous devez lever au moins 1 milliard, parce que c'est ce que dit la BRVM, en tout cas le compartiment des paiements, dit minimum, il faut lever 1 milliard. 1 milliard, si par exemple, vous devez vendre une action à 2 000 francs, ça veut dire que vous devez minimum émettre 500 000 actions qui doivent constituer donc 10% du capital. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas se contenter de la situation bilancielle des entreprises. Et c'est là où intervient maintenant le rôle de l'expert comptable, dans l'évaluation des actifs de la société qui, comme condition, doit avoir un fort potentiel. Parce qu'il n'est pas facile de passer de 1 milliard, par exemple, de 1 milliard disons, de 50 millions de capital à de fonds propres, donc à par exemple 1 milliard ou bien 10 milliards. Donc cela passe donc par une évaluation de la société. Alors, une fois évaluée la société, l'action de la société va donc prendre de la valeur, et si on prend par exemple 10% de ces actions, admettons 1 milliard, on pourra émettre sur le marché donc 500 000 actions à 2 000. Et ce milliard-là va permettre à l'entreprise de financer son extension, par exemple, ouvrir des succursales, acheter des lignes de production, etc. Et donc de grandir, de passer de PME à champion, comme on dit. Donc c'est ça un peu l'enjeu. Malheureusement, ce compartiment-là est très, très méconnu aujourd'hui. Moi, qui vous parle, notre cabinet travaille sur ça depuis quelque temps. Je n'ai pas connaissance, en tout cas au Sénégal, d'une PME qui a finalisé justement une opération de levée de fonds à travers le compartiment PME de la BRVM. Et pourtant, ça existe depuis 2017. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une source de financement qui n'est pas connue et nos PME ont tout intérêt à se rapprocher des conseils, comme les cabinets d'expertise comptable, qui pourront instruire leur dossier et dans le cadre du circuit d'approbation, parce que c'est un circuit, parce qu'il y a l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, là, depuis quelque temps, l'autorité des marchés de l'UEMOA, qui est donc cette autorité des marchés de l'UEMOA, qui se trouve être le régulateur. Ensuite, il faut passer par des sociétés de gestion, comme le cabinet Gabriel Fall, etc., publicité gratuite. Ensuite, normalement, ce sont ces cabinets-là qui sont censés organiser donc la titrisation. Mais aujourd'hui, les cabinets comme les nôtres jouent aussi ce rôle pour accompagner les PME jusqu'à la levée des fonds. Ça, c'est important, jusqu'à la levée donc, des fonds et après le paiement. Et le processus peut durer jusqu'à 3 à 6 mois. Entre la signature d'une lettre de mission entre le cabinet conseil et la PME jusqu'à la levée des fonds, en passant par les listings sponsors, etc. Donc, par toute la procédure, ça peut durer 3 à 6 mois. Et c'est après la levée de fonds, en général, que la PME pourra payer tous les frais liés à la levée de fonds. Donc, c'est une opportunité excellente. Vous savez, j'en parle parce que tout simplement, ça va nous permettre d'introduire un peu la finance islamique. Parce qu'en même temps, du point de vue conventionnel, il y a des possibilités des PME aujourd'hui sur le marché de lever des fonds. Du point de vue du marché islamique aussi, il y a
donc ces possibilités-là de lever des fonds, parce que le dispositif légal et réglementaire a été finalisé et l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2023. Alors, ce dispositif, c'est quoi? C'est un dispositif, c'est le règlement numéro 10 2022, UEMOA, relatif aux titres financiers islamiques, aux sociétés d'émission de soukouk autogérées et aux fonds d'émission de soukouk dans l'UEMOA. Parce qu'en fait, le problème principal, c'est que la finance islamique, on en parle depuis des années. Il y a un dispositif ici dans nos États, banques islamiques, etc. Je vais y revenir tout à l'heure. Hein, mais le problème, c'était un problème de texte. C'était un problème de texte. Quand on regarde, par exemple, le cadre réglementaire qui organise en tout cas la finance islamique au Sénégal, donc ce sont les institutions de la BCEAO. Il y en a 4, institutions 2, 3, 4 et 5. Et ce sont des institutions un peu évasives qui parlent des structures, des établissements financiers, des SFD, ainsi que des techniques de mise en œuvre de la finance islamique. Et donc, ça s'arrête là. Hein? Donc, ce n'était pas très, très approfondi pour permettre aux acteurs, notamment les banques, de s'engouffrer justement dans ce nouveau créneau. Donc, ça se comprend. C'est assez balbutiant au niveau de nos États. Et donc, il est donc salutaire de constater aujourd'hui que l'autorité des marchés financiers, UMOA, a consacré, en tout cas, un compartiment qui permet donc d'organiser un marché financier des titres islamiques qu'on appelle soukouk. Mais avant d'en venir au soukouk, je vais faire rapidement un peu l'état des lieux sur ce qui se fait en matière de finances islamiques dans nos États. Et je vais terminer donc par les soukouk. Alors, donc ce qui se fait dans nos États, c'est quoi? Comme je l'ai dit, hein, il y a ce qu'on appelle au niveau de la finance islamique, il y a donc les institutions de la Banque centrale qui permettent aux banques islamiques de s'installer et d'ouvrir également des fenêtres pour des entités qui ne sont pas des banques islamiques à 100%, mais qui développent des activités de finance islamique. Hein? Et donc, actuellement, au Sénégal, on peut recenser comme banque islamique la Banque islamique de développement, excusez de la répétition. Ensuite, il y a Coris Bank également, qui a une fenêtre, notamment Coris Bank Baraka, qui a une fenêtre de finance islamique. Au niveau des SFD, nous avons donc le PAMECAS. Hein? Nous avons donc le PAMECAS, partenariat pour la mobilisation de l'épargne et du crédit. Donc, c'est une SFD qui est installée au Sénégal. Donc, au niveau de l'écosystème, ici au Sénégal, nous n'avons que ces trois entités-là qui développent des produits donc, et des services financiers selon, en tout cas, selon leurs autorisations, selon leurs agréments. Par exemple, la Banque islamique, aujourd'hui, depuis 2018, la banque fait du 100% islamique. 100%. Depuis 2018, tous les produits de la Banque islamique au Sénégal sont 100% islamiques. Maintenant, il y a des encours, c'est-à-dire que des encours qui sont nés avant donc l'islamisation à 100% et donc qui restent dans le portefeuille. Mais pour autant, depuis 2018, tout ce qui est fait au niveau de la Banque islamique du Sénégal est 100% conforme donc au principe de la finance, au principe donc de la finance islamique. Hein? Maintenant, ma consoeur tout à l'heure, Maïmouna, a parlé en long et en large donc de ces produits-là, qui sont les mêmes, Mouradaba, Mourabaha, Moudaraba, etc. Donc, qui sont les mêmes, pratiquement, qui sont promus ici ici donc au niveau du Sénégal. Il y a aussi Coris Bank qui fait également la même chose, de même que PAMECAS, je l'ai dit tantôt. D'accord. Donc, c'est assez balbutiant. Par exemple, je prends le cas de la Banque islamique. Il y a ce qu'on appelle commodity Mourabaha. C'est quoi? C'est un mode de financement qui permet à la banque d'acheter une marchandise pour le compte d'un client et le revend pour lui permettre d'avoir de la trésorerie. C'est pourquoi il y a le Tawaruk
qui est le substantif Taourou qui suit un peu la Murabaha. Parce que ça permet une entreprise qui veut de la trésorerie, de demander à la banque d'acheter une marchandise et de la revendre et de lui remettre donc la trésorerie. Il y a aussi le financement automobile. Ça, c'est un mode de financement par lequel donc, la banque achète auprès du fournisseur le véhicule de votre choix et vous le revend au prix de revient majoré d'une marge. Donc, Madame Maïmouna l'a dit, il y a l'Ijara, l'Imobis, tout ça, ce sont des produits qui existent dans les banques islamiques. Ensuite, au-delà de ces banques, il y a la filiale de la banque islamique qu'on appelle le ICD. ICD, c'est la Société islamique pour le développement du secteur privé. Et donc, ICD, elle ne travaille pas directement avec les particuliers. ICD travaille plutôt avec les acteurs, c'est-à-dire avec les banques. ICD, donc, met à la disposition des banques, notamment la BNDE, notamment la Banque islamique, etc. Donc, met à disposition de ces acteurs-là des lignes de refinancement suivant un certain nombre de critères. Suivant un certain nombre de critères. Et ces critères-là passent par l'évaluation qualitative et quantitative des potentiels bénéficiaires donc, de ces lignes de financement-là. Qualitatif, c'est par rapport à la gouvernance, par rapport la gouvernance, par rapport à l'environnement de contrôle interne, etc., par rapport à pas mal de paramètres. Et quantitatif, c'est par rapport à la situation financière donc, de ces entités. Donc, il faut les passer au peigne fin avant de pouvoir bénéficier donc, de ces lignes de refinancement-là. Maintenant, entre l'ICD et par exemple la banque islamique, il n'y a pas de problème parce que la banque islamique a un agrément pour être banque islamique. Il n'y a pas de problème. Les produits Murabaha et communautés Murabaha peuvent être déroulés aisément. Mais par exemple, pour une entité qui n'a pas cet agrément-là, l'ICD est obligé de lui donner un mandat. C'est-à-dire de signer avec, par exemple, la BND, un contrat de mandat qu'on appelle Wakala, pour permettre maintenant d'agir en son nom. Et du point de vue statistique, on voit que pour la banque islamique, il y a 20 millions d'euros, première allocation, 50 et 25 pour la troisième allocation. Pour la Coris Bank, elle a bénéficié de l'ICD de 8 millions d'euros et de 12 millions, et pour la BND de 17 et de 15 millions. Donc, pour dire que voilà un peu ce qui se fait en termes avec donc nos banques islamiques et avec les autres intervenants. Maintenant, ce qui me permet maintenant de passer à l'étape du marché, et qui me paraît être extrêmement importante. D'abord parce que c'est méconnu. Hein. Déjà, le marché financier pour les PME conventionnels est méconnu. À plus forte raison, le marché financier des titres islamiques. Voilà. Donc, c'est quoi un marché? Et ici, à travers cette figure, ce schéma, on voit que le marché, c'est quoi? C'est un lieu où se rencontrent des agents à capacité de financement, ce qu'on appelle les investisseurs, et les entités qui ont besoin donc de financement. Alors, ceux qui ont besoin de financement peuvent se fournir des financements de façon indirecte, c'est-à-dire en passant par les banques, ce que vous savez déjà, ce qu'on sait. Les banques commerciales, les actions, etc. Et ensuite, ce qui se finance de façon directe, là, c'est le marché de capitaux et le marché monétaire. En général, le marché de capitaux, c'est le marché à long terme, et le marché monétaire, c'est à court terme, donc c'est le marché interbancaire, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le marché des capitaux. Alors, quand on dit marché des capitaux, du point de vue de la finance classique, c'est quoi? C'est le marché des actions. C'est le marché des obligations et c'est le marché des produits dérivés. Alors, c'est quoi une action? Une action, quand on dit action, une action, c'est une part représentative d'un titre de propriété dans une entité. Si vous achetez une action, vous êtes propriétaire et vous avez droit donc, à des dividendes en fin d'année, etc. Ensuite, le marché des obligations, c'est quoi? Les obligations, ce sont des titres de créance. Ce sont des titres de créance, alors que le marché des produits dérivés, ce sont des marchés le marché des produits qui sont adossés à des actifs. Donc, maintenant, cette BRVM-là, donc vous le voyez ici, je suis toujours dans la finance classique avant d'aller dans le marché financier islamique.
Ici, par exemple, les conditions d'admission sur le comportement des actions de la BRVM sont les suivantes. On le voit ici. Le premier compartiment, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est pour les groupes, la Sonatel, les Ecobank, etc., les BOA, etc. Le deuxième compartiment, vous voyez les conditions, les critères qui doivent être respectés. Il faut être une SA. Il faut avoir un capital social minimum de 100 millions. Il faut une capitalisation boursière qui soit supérieure à 500 millions. Il faut exister pendant au moins 5 ans, 2 ans pour le deuxième compartiment. C'est pratiquement là où il y a la différence. Et ensuite, la marge nette sur le chiffre d'affaires, 3%, pour le premier compartiment. Ensuite, il faut diffuser au minimum 20%, 20% de son capital au public. 20% du code doit circuler donc au niveau de la bourse. Ça, c'est la condition. Bon, ensuite, il y a des conventions d'animation, c'est-à-dire qu'il faut acheter, il faut rendre liquide donc, le marché. Donc ça, ce sont les critères pour les premiers et deuxièmes compartiments qui, je rappelle, n'intéressent pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la PME et c'est le troisième compartiment. Et regardez bien, surligné en vert, la troisième colonne, troisième compartiment, vous voyez que ce n'est pas trop compliqué. Il suffit d'être une société anonyme. Il suffit d'avoir un capital social de 10 millions. Même la capitalisation boursière n'est pas requise, ce n'est pas une condition. Il suffit d'exister depuis 2 ans, d'avoir des bilans certifiés de 2 ans et d'accepter de mettre sur le marché 10% de son capital, bien entendu, qui doit correspondre à un minimum de 500 000 titres. Et présenter un business plan. Et c'est là où, je dis, c'est là où les services d'un cabinet conseil d'expertise comptable est nécessaire pour vous accompagner dans votre introduction en tant que PME au niveau du troisième compartiment. Et je vous assure que ce n'est pas très, très compliqué, ce n'est pas coûteux en termes de trésorerie, puisque vous ne décaissez qu'une fois la levée des fonds obtenus. Si vous voulez 5 milliards, vous travaillez avec le cabinet qui va organiser toute la procédure qui vous permet de lever les fonds. Et une fois les 5 milliards levés et virés dans votre compte, c'est en ce moment que vous allez payer le cabinet conseil. Donc, pour dire que ça vaut le coup quand même d'essayer, d'autant plus qu'en termes de trésorerie, ça ne vous impacte pas pour l'instant. Alors, pour les obligations aussi, on a un marché des obligations qui est là. Nombre minimal de titres à l'émission, on a c'est supérieur ou égal à 25 000 titres. Et la valeur nominale, c'est supérieur ou égal à 500 millions. Donc, sinon, tout le reste, pratiquement, ce n'est pas requis, sauf qu'il faut animer le marché, il faut acheter donc, les titres. D'accord? Alors, donc, une fois maintenant cet aspect-là cerné, du point de vue de la finance conventionnelle, on va embrayer un peu sur la finance, sur le marché financier islamique. Alors, le marché financier islamique, comme je l'ai dit, qui va être opérationnel à partir du 1er janvier 2023. Donc, ça nous reste 15 jours. Ça nous reste 15 jours. Et c'est quoi le marché financier islamique? C'est un marché à long terme dans lequel les instruments et les transactions sont conformes aux principes de la charia. En fait, comme l'a dit Maïmouna, pratiquement tout ce qui se fait au niveau conventionnel est fait au niveau islamique, sauf quelque chose de fondamental, c'est la conformité. C'est la conformité à la charia. Il faut que ce soit licite, il faut, ça ne doit pas être interdit, il faut que ce soit licite, et il faut quand même que ce soit adossé à quelque chose de réel, pour faire le lien entre la finance et la réalité. Et d'ailleurs, c'est tellement important qu'aujourd'hui, il est de constater que la crise de 2008 sur les subprimes a épargné toutes les entités qui évoluaient dans le secteur de la finance islamique. Donc, ce secteur-là n'a pas presque été touché, en raison peut-être de sa politique et donc de son mode opératoire. Parce que tout est basé non pas sur le maïsir, la spéculation, mais sur comme l'a dit Maïmouna, mais sur quelque chose de tangible, sur quelque chose de réel. D'accord. Et ça nous permet de faire un parallèle avec ce qui se fait au niveau de la finance classique, les obligations, les actions. Ici, en finance islamique, on parle de soukouk. Alors, c'est quoi un soukouk? L'autre l'a dit. Soukouk donne droit à. Donc, ce sont des titres de copropriété
qui sont représentatifs d'un actif tangible. Par exemple, l'actif tangible peut être un immeuble. Un immeuble, c'est un actif qui produit de la location, etc. Et donc, on va adosser le titre, le sukuk, à cet actif tangible-là. Ensuite, c'est un produit obligatoire islamique qui a une échéance fixée d'avance, ce qu'on appelle une maturité, et adossé à un actif sous-jacent permettant de rémunérer le placement. Ensuite, les sukuk sont structurés de sorte que les détenteurs courent un risque de crédit et reçoivent une part de profit et non un intérêt. Donc, c'est normal. Quand, par exemple, on prévoit que l'immeuble va être loué, par exemple, le tour d'apéage va être rentable, on va avoir 30 000 passants par jour, on va avoir tant, et qu'à l'arrivée, ça ne se produit pas. Donc, il y a un risque, et ce risque-là, il faut l'assumer dans le contexte islamique. Et c'est ça qui donne, d'ailleurs, sens au partage des profits. Le partage des profits en finance islamique n'a de sens que si on accepte de prendre des risques. C'est pourquoi en finance islamique, on évite de parler de relations prêteurs-emprunteurs, etc. C'est bien plus que ça. C'est-à-dire, en finance islamique, il y a une implication conséquente du financeur dans les projets et qui font que, donc, en prenant une part importante dans le projet, on assume les risques tout en se partageant éventuellement les bénéfices. Donc, les actifs concernés peuvent être des services, peuvent être des biens immobiliers, ou bien même des droits ou l'usufruit. Donc, si vous voyez dans un bilan, tout ce qui est à l'actif du bilan, sauf bien entendu la trésorerie, mais tout ce qui est à l'actif, depuis les actifs incorporels, les actifs corporels et donc tout ça, les stocks, lesquels peuvent faire l'objet d'une titrisation. D'accord? Donc, ce sont des certificats, qui représentent donc une part de propriété sur des actifs ou sur l'usufruit. Donc, on l'a déjà dit. Maintenant, quels sont les différents types de sukuk qu'on voit dans quels sont les différents types de sukuk qu'on voit dans le marché financier et qui va être opérationnel, donc comme je vous l'ai dit, en janvier 2023. Donc, il y a ce qu'on appelle d'abord le certificat de copropriété conforme. C'est ce qu'on appelle le sukuk de copropriété. Ça, c'est le premier. Et il y a, et ce certificat de copropriété qu'on appelle sukuk de copropriété, ça confère un droit d'une activité ou d'un actif éligible. Et c'est émis par ce qu'on appelle le fonds commun d'émission des sukuk. D'accord? Maintenant, c'est quoi la conséquence? C'est que les propriétaires des actifs de la société, ils se partagent les pertes et les bénéfices de la société. Ainsi, les profits sont distribués selon des ratios définis contractuellement. D'accord? Ensuite, le deuxième, c'est un droit sur les revenus. On appelle sukuk d'investissement. Donc, il y a sukuk de copropriété. Comme je l'ai dit, sukuk de copropriété, c'est un droit de copropriété. C'est important, sur l'actif. Alors qu'ici, c'est un droit sur les revenus d'un actif. C'est pourquoi on l'appelle sukuk d'investissement. Ensuite, et du coup, il y a ce qu'on appelle la notion de patrimoine d'affectation. C'est-à-dire que les sukuk qui ont fait l'objet de droits sur les revenus sont isolés de la comptabilité de l'émetteur. On le sort carrément de la comptabilité de l'émetteur et constitue ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation distinct du reste des actifs donc, de l'émetteur. Maintenant, comment comprendre un peu les sukuk, ce qu'on appelle la titrisation? Titriser veut dire quoi? On prend un actif du bilan, on prend des actifs de ce bilan-là et on les transforme en sukuk. C'est un peu ce que cela veut dire, titriser de façon vraiment triviale. C'est un processus par lequel une entreprise transfère une partie de ses actifs générateurs de cash flow. On dit bien des actifs qui génèrent des cash flows. Donc, le fait de transférer une partie, par exemple, de prendre tout un immeuble
ou bien des machines d'exploitation, des lignes de production de ton entreprise, de les transférer à un fonds d'émission. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la titrisation. Parce que cette entité-là va l'utiliser pour créer ce qu'on appelle des titres, des soukouk, qu'elle va vendre auprès des investisseurs potentiels. Alors, comment se passe le processus de titrisation? Il y a d'abord l'entité initiatrice. L'entité initiatrice qui est généralement bénéficiaire des montants levés par l'émission. Par exemple, votre PME qui veut lever des fonds, qui a besoin par exemple de 10 milliards et qui veut donc s'adresser à l'épargne publique pour financer ces 10 milliards-là. Donc, vous êtes appelé entité initiatrice. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation. C'est comme le cas des cabinets qui sont là, qui sont agréés. Parce que une SGI, quand même, il faut être agréé. Je crois que le capital d'une SGI minimum, c'est 500 millions. C'est ouvert, n'importe qui peut, mais les conditions sont telles qu'il n'y en a pas beaucoup sur la place, en tout cas au niveau de l'UEMOA. Il y en a, je crois, au Sénégal, moi je connais, je crois, que 4 ou 5, je crois. Et en fait, c'est un peu ces SGI-là qui sont chargés d'arranger l'opération de titrisation. C'est-à-dire que vous voulez émettre des soukouks, normalement, vous devez vous adresser en tant qu'initiative directement à la SGI, normalement. Non, parce que c'est la SGI qui est chargée de dire voilà comment on va le faire, voilà comment on va le présenter. Et c'est compte tenu d'abord de l'agrément qu'elle dispose au niveau de la BLVM, mais aussi compte tenu donc de sa connaissance donc de la finance de marché. Mais aujourd'hui, une bonne partie de ce travail est fait par les cabinets. En tout cas, nous, au niveau de notre cabinet, on travaille sur ces dossiers-là pour faciliter un peu la tâche aux SGI. Parce que les SGI n'ont pas tellement le temps. Vous savez, quelqu'un qui veut lever 2 milliards, c'est quoi pour les SGI? C'est rien. 2 milliards pour les SGI, c'est rien. Alors que l'État veut 300 milliards, 400 milliards, etc. Et donc, la commission d'arrangement sur le montant levé est beaucoup plus intéressante en travaillant sur des soukouks souverains, qui sont des soukouks d'État, plutôt que de travailler sur des soukouks de particuliers qui sont des montants assez faibles. Et donc, de la sorte, les cabinets comme les nôtres, en tout cas certains cabinets de la place, font une bonne partie du travail que devait faire la SGI et maintenant présenter le travail à la SGI pour revue de conformité, pour voir est-ce que ça respecte les règles, est-ce que c'est pertinent, etc., etc. Bref. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le fonds commun d'émission des soukouks. Alors là, c'est une entité ad hoc. En anglais, je crois que c'est le SPV, Special Purpose Vehicle. C'est un peu le véhicule financier, quoi. C'est une entité qui est créée spécifiquement pour l'opération, pour l'émission de titres. Et c'est cette entité qui achète les actifs, qui achète les actifs de l'entité initiatrice. Et donc, après avoir acheté maintenant, elle va émettre des titres qui vont lui permettre donc de payer les actifs qui ont été achetés. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le dépositaire, qui est en général une banque qui exerce de la finance islamique et qui détient en général, qui garde la trésorerie. C'est-à-dire que si vous devez acheter des trucs, on vous dit de payer, de faire un virement au niveau de la banque, dépositaire, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le recouvreur. Le recouvreur, ça peut être l'entité initiatrice, mais aussi on peut créer également ce qu'on appelle, en tout cas un élément dans le dispositif qu'on appelle recouvreur, qui est chargé de recueillir les créances soukouk et les transferts au fonds commun d'émission des soukouk. Dans certains cas, l'entité initiatrice, comme je l'ai dit, agit en tant que recouvreur, parce que le FCS n'a pas les moyens pour recouvrer donc les créances. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'agence de notation. Vous savez, la notation, elle est importante puisqu'elle confère une valeur additionnelle, en tout cas une valeur en termes de crédibilité à l'opération de titrisation. Donc, elle fournit une note sur la base du montage, sur la base des parties, des aspects juridiques et fiscaux. Ensuite, il y a l'autorité qui régule. Le régulateur, on appelle ça l'AMF. C'est devenu AMF depuis le 1er octobre. Mais avant, on l'appelait le Conseil de régulation de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREMF, qui est basé à Abidjan. Mais depuis le 1er octobre 2022, maintenant, ça ne s'appelle plus CREMF, ça s'appelle AMF-UMOA, qui est en fait le gendarme, qui est l'organisateur, qui est le régulateur, en tout cas, du secteur
des marchés financiers. Ensuite, il y a le conseil de conformité au principe. On est en finance islamique. Tout ce qu'on veut lever comme fonds, c'est quelle activité, c'est quel type d'actifs, etc., doivent être chariaïquement complets. C'est-à-dire que doivent épouser, en tout cas, les principes de la charia. Hein? Et donc, c'est pour ça, l'onction d'un conseil de conformité à ces principes doit être requise, en tout cas, dans le dossier. Ensuite, maintenant, il y a les experts évaluateurs. Ah, là, c'est important. Parce qu'en fait, si on veut, on a un actif, mais cet actif-là, si on se fie à la valeur du bilan, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer et il faut des experts. Et quand on évalue, c'est par rapport au cash flow futur que l'actif est censé générer. Parce que n'oubliez pas que le sukuk est adossé à un actif tangible. Donc, si on veut dire on a tant de sukuk, 1 milliard, il faudrait que cela corresponde à la valeur d'un actif auquel le sukuk est adossé. D'accord? Donc, dans cette procédure, l'actif, l'expert évaluateur est extrêmement important. D'accord? Ensuite, il y a maintenant l'auditeur externe de conformité, le cas échéant. On fait intervenir un cabinet d'expertise comptable pour certifier parfois la procédure, le processus en tant qu'œil extérieur. Et en tant que profession assermentée, donc l'expert comptable doit donc certifier parfois la conformité par rapport au principe. Et ensuite, il y a les acheteurs ultimes. Oui. Je suis désolé d'avoir ce mauvais rôle de mettre des horloges, mais si tu veux bien conclure, s'il te plaît, Oui. parce que ta présentation est absolument passionnante, mais il faut que nous conclusions parce que les quelques personnes de l'audience aimeraient aussi cela. Voilà. Donc, désolé. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, les soukouk, donc c'est une opportunité, en tout cas pour le marché, pour les entreprises aujourd'hui, les PME. C'est extrêmement important pour les PME de trouver une opportunité de financement à côté du troisième compartiment de la BRVM. Je vous remercie. Merci. Ah, écoute, tu as encore été plus décisif que ce que j'ai compté. Je pensais que tu allais faire quand même reprendre la conclusion de tes parties. En tout cas, un grand merci pour ce que tu as dit. Un grand merci aussi, Maïmouna. Je suis désolé, on ne pourra pas répondre aux questions comme je l'avais laissé entendre dès le départ parce que c'est absolument passionnant. Mais j'espère que nous aurons l'occasion de refaire cela. Il est évident qu'il nous manque un certain nombre de statistiques sur la finance islamique dans nos deux pays, parce que c'est encore à l'état proto, donc il faut que ça se développe un petit peu plus. Et j'espère que nous aurons l'occasion de refaire plus d'activités comme celle-ci. Moussa, un grand merci. Maïmouna, un grand merci. Et j'espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver très bientôt. Merci aussi à l'audience qui s'est avérée nombreuse et très intéressée par ce sujet majeur. Merci beaucoup. À bientôt.